Bonjour à tous. Eh bien, une sacrée surprise, ce jugement en appel des assistants parlementaires du RN, car les peines sont très inférieures à la première instance, ce qui change tout possiblement pour la candidature du RN à l'élection présidentielle. On va y revenir, on va voir tous les enjeux derrière cela, et ils sont nombreux. Et c'est vrai que ce n'est pas le scénario qui était le plus attendu. C'est une sorte de tremblement de terre, donc on va voir jusqu'où peut aller ce tremblement de terre. Que se passe-t-il ? Il se passe que ce 7 juillet, on vient d'avoir la décision en appel de la Cour d'appel de Paris du procès des assistants parlementaires du RN. Je ne vais pas revenir sur le fond de l'affaire, on en a abondamment parlé, et notamment on attendait la décision concernant Marine Le Pen, évidemment. Alors il a été décidé pour tout le monde, pour tous les prévenus, une baisse assez radicale des peines qui ont été prononcées par rapport à la première instance. Beaucoup d'inéligibilité sous sursis cette fois-ci, donc pas d'inéligibilité en réalité, des amendes qui ont été très réduites, des peines de prison qui ont été très réduites, voire annulées ou mises en sursis. Quant à Marine Le Pen, eh bien écoutez, elle est maîtresse de son destin, ce qui n'était pas du tout garanti encore ce matin, car elle n'a écopé que de 15 mois d'inéligibilité ferme, le reste avec sursis. Or, 15 mois d'éligibilité réelle, vous avez fait le calcul avec moi, puisqu'elle a déjà purgé une partie de sa peine de première instance, ça lui permet d'être candidate à l'élection présidentielle. Si elle avait écopé de la même peine qu'en première instance, elle ne pouvait plus être candidate. En fait, il fallait avoir moins de 2 ans. 15 mois, c'est moins de 2 ans, donc c'est bon pour elle. Ça, c'est une sacrée surprise. Par ailleurs, elle a 100 000 € d'amende, et concernant la peine de prison, elle a 2 ans de sursis, et un an ferme mais aménagé en bracelet électronique, qui pourrait même être encore réaménagé, nous dit-on, en 6 mois simplement. Et c'est là qu'il y a un point d'interrogation, parce que Marine Le Pen avait déjà dit récemment en interview que si elle avait du bracelet électronique, en tout cas suffisamment longtemps, qui pouvait la pénaliser pendant toute sa campagne, alors elle déciderait elle-même de ne pas être candidate. Et là, il y a un point d'interrogation. En quelque sorte, la décision des juges est assez vicieuse pour Marine Le Pen, parce qu'ils lui permettent d'être candidate, l'inéligibilité lui permet d'être candidate, ce qui n'était pas le cas en première instance, mais c'est à elle de choisir maintenant. Est-ce qu'elle acceptera de faire une partie au moins de sa campagne sous bracelet électronique, voire toute sa campagne, ou pas ? On imagine que certains doivent faire le siège de son bureau cet après-midi, parmi ses proches, pour la convaincre de changer d'avis sur le bracelet électronique et d'être quand même candidate. Ce qui est certain, c'est qu'elle est maîtresse de son destin. Et ça, c'est pour elle quelque chose, je pense, très inattendu et qui quand même surprend beaucoup. C'est quand même une très grosse surprise. Alors on doit noter quand même une chose, c'est que le ministre de la Justice avait un petit peu suggéré ce jugement. Bon, je laisse ça à votre appréciation. C'était encore, il y avait eu des échos de presse en avril dernier, notamment dans Politico, qui expliquait que Darmanin estimait que finalement elle serait éligible, qu'elle serait la candidate du RN. Et fin juin 2026, sur Sud Radio, il a été explicitement réindiqué que des sources disaient que Darmanin, ministre de la Justice, pensait qu'elle pourrait être éligible avec seulement maximum 2 ans d'inéligibilité. Donc voilà, c'est le ministre de la Justice, et il a vu juste. Pour le coup, chacun en pensera ce qu'il souhaite. Maintenant, il y a une question, avant de venir un peu sur les questions de fond et programmatiques. Si Marine Le Pen décide d'être la candidate, ce qu'elle peut faire, je vous l'ai dit, elle est maîtresse de son destin. Il y a quand même un vrai sujet maintenant en interne. Est-ce que Jordan Bardella, qui a dû prendre ce jugement quand même comme un coup de massue, parce qu'il s'y voyait déjà, est-ce que Bardella et son entourage, puisque eux se voyaient déjà probablement ministres, vont accepter ce verdict, en tout cas le choix de Marine Le Pen? Est-ce qu'ils vont accepter, est-ce que Bardella lui-même va accepter de ne pas être candidat à la présidentielle, même si Marine Le Pen y va? Alors évidemment, publiquement, il a toujours dit que oui, le fameux binôme, je serai présidente, il sera mon Premier ministre. Ok, mais ça c'était quand il était certain qu'elle serait inéligible. Maintenant que c'est elle, possiblement, qui est la candidate, est-ce qu'il l'accepte toujours? Car c'est pas évident. Vous avez ce 7 juillet au matin, 20 minutes qui s'est posé exactement cette question que d'ailleurs je pose, si vous suivez mes directs du vendredi à 19h, vous savez que cette question on se la pose depuis des mois. Est-ce que Bardella accepterait quand même 20 minutes ce matin, le titre de l'article, présidentielle 2027, Jordan Bardella peut-il être candidat même si Marine Le Pen redevient éligible? Pourquoi? Car il y a eu publication le 6 juillet dans le Huffington Post d'un sondage réalisé par l'Institut YouGov, fait auprès des sympathisants
RN et qui montre qu'il y a une majorité en fait de sympathisants RN. Donc je vais vous donner le chiffre. C'est environ 56% des sympathisants, 54% pardon, des sympathisants RN qui souhaitent que même si Marine Le Pen est éligible, Bardella décide quand même d'y aller. Et il n'y a que 41% qui pensent qu'il doit renoncer à être candidat, même si Marine Le Pen l'est. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est une édition spéciale de Sens Public que je vous propose juste après la condamnation définitive de Marine Le Pen, de 10 autres prévenus et du Front National pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens du parti des faits graves. Une peine confirmée mais réduite, ce qui laisse à la candidate du Rassemblement National le choix de se présenter pour une 4e fois à la présidentielle. Dans le détail, Marine Le Pen est condamnée à 3 ans de prison, dont 1 année sous bracelet électronique. Les électeurs ont la parfaite conscience que c'est une délinquante qui se présenterait. Elle est coupable de détournement de fonds publics. Et le Rassemblement National a été condamné pour détournement de fonds publics. Voilà un parti, je n'appelle à rien, je dis juste, elle est une délinquante et elle est coupable. La chef des députés RN va-t-elle décider de se présenter même avec un bracelet électronique des recours judiciaires? La cassation, le juge d'application des peines peuvent-ils lui permettre de mener une campagne normale? Les attaques de ses adversaires qui la traitent, on vient de l'entendre, de délinquants vont-elles peser sur les électeurs? Et Jordan Bardella, quel rôle va-t-il jouer? Le détail du jugement de la Cour d'appel de Paris. Clément Guillonneau. Si elle le décide, Marine Le Pen pourra se présenter à l'élection présidentielle, mais ce sera sous bracelet électronique. Elle a été condamnée à 3 ans de prison, dont 1 an ferme sous bracelet. Assaillie par les questions des journalistes à la sortie de l'audience, Marine Le Pen a gardé le silence. Son avocat, lui, s'est montré partiellement satisfait, sans donner beaucoup plus de détails sur la suite à donner à cette décision. Nous réfléchissons à l'ensemble de la décision. Nous allons y réfléchir cet après-midi et nous ferons une communication ultérieure. Marine Le Pen a été reconnue coupable de détournement de fonds publics dans l'affaire des eurodéputés du RN. La Cour d'appel de Paris a réduit sa peine d'inéligibilité de 5 ans à seulement 15 mois ferme, déjà purgés. Du côté de l'avocat du Parlement européen, qui s'est porté partie civile dans le procès, la décision prouve la gravité des faits. On souhaitait 2 choses, la déclaration de culpabilité sur le détournement de fonds publics importants et les dommages et intérêts qui vont avec. Voilà ce que nous souhaitons. Et cette déclaration de culpabilité, elle est quand même très prononcée en rappelant les principes, et notamment le devoir de probité de tout responsable politique. Et ce devoir de probité, il a été trompé. Il a été trompé à l'égard de l'ensemble des citoyens européens, et notamment à l'égard des citoyens français. En plus de sa peine de prison et d'inéligibilité, Marine Le Pen est également condamnée à une amende de 100 000 €. Reconnu coupable de détournement d'argent public, 3 ans de prison, 1 an sous bracelet électronique, 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. C'est quand même la première information, Catherine Fieschi. Il y a bien eu accaparement d'argent public. Oui, c'est vrai, et je trouve que la façon dont le jugement a été présenté vraiment accentue la gravité des faits, la façon dont la gravité a été soulignée plusieurs fois, le fait qu'elle était responsable de ce système dont elle s'est accaparée. Je pense que ce jugement, d'abord, est grave, mais c'est aussi un jugement assez subtil, parce que je pense que depuis le premier jugement et ensuite tout ce qui a fait le jugement en appel, c'était aussi le système judiciaire qui était sur le banc des accusés. Alors ça, on y reviendra un peu plus tard, si vous le voulez bien, parce qu'effectivement, la subtilité du jugement, je pense que ça mérite un chapitre en soi. Mais là, déjà, sur le système, finalement, il y a quand même, on est autour de 3 millions, 2 800 000 € d'après les attendus du jugement, détournés, John Christopher Roland. On peut parler d'un système, en tout cas c'est ce que les juges ont défini. Oui, alors on parle bien du Front National en plus, c'est vraiment anciennement le Rassemblement National, donc sans doute un élément de langage qui reviendra dans le futur en disant que le Rassemblement National c'est un nouveau parti, mais effectivement il y a une atteinte à la probité qui a été caractérisée, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand bien même la sanction est plus clémente dans l'ensemble, pour chacun d'ailleurs des accusés, le rappel de l'atteinte à l'exemplarité, en plus en tant qu'ancienne avocate, etc., c'est quelque chose qui a été extrêmement souligné. Pour le reste,
C'est comme dirait mon collègue constitutionnaliste Miguel Castillo, c'est une décision ponce-pilatesque. Je condamne d'un côté fermement sur la probité, et je laisserai ensuite mes camarades parler de ça, mais effectivement, le reste part aux politiques maintenant. Oui, donc c'est assez subtil. Bon, avant de voir le déroulement de cela, peut-être que vous pouvez réagir. Moi, je trouve invraisemblable que ce soit 3 personnes qui décident de l'avenir de la France. Je trouve ça absolument invraisemblable. Ça devrait choquer tout le monde, mais visiblement, ça choque que moi. Il y a 3 personnes. 3 personnes en France qui décident de l'avenir d'un pays. C'est votre argument, il se retourne aussi. On vote des lois qui mettent 3 personnes en mesure ou en situation de juger. Charlotte Dornelas. Parce que c'est 3, mais ça a été 3 en première instance. Puis il y a la première instance, l'appel, il y a l'instruction, il y a les enquêteurs. Il y a quand même beaucoup de monde qui travaille sur un dossier pareil. Moi, je veux bien qu'on se pose la question de l'inéligibilité et en effet de sa pertinence, mais dans ces cas-là, que le politique dise il n'y a pas d'inéligibilité judiciaire possible. Mais là, vous voyez, moi, c'est l'incohérence de tout le monde, en fait, qui me fatigue assez souvent, mais aussi sur ces sujets-là. C'est qu'on vote en permanence des lois qui élargissent le champ de l'inéligibilité possible. Dernière en date, Aurore Berger, qui veut rendre inéligibles les personnes condamnées pour incitation à la haine. Sans aucune définition, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Et ensuite, en effet, quand ça arrivera et que ça tombera sur tel ou tel candidat, avant les élections, pendant les élections, après les élections, à chaque fois, on se dit c'est insupportable, c'est pas à eux de le faire. Pourquoi pas, hein, moi j'ai pas de problème avec ce débat-là, mais dans ces cas-là, il faut pas donner cette peine comme possible. Si vous dites au juge telle infraction mérite l'inéligibilité, parce qu'en plus il y a une partie, vous savez, de ce qui est reproché à Marine Le Pen, les députés ont jugé utile de rendre cette peine d'inéligibilité automatique. Donc le juge, s'il ne veut pas la mettre, doit la motiver. Bon, alors, pas tout à fait sur ce que vous dites, parce qu'elle est là poursuivie pour des faits avant 2016, oui, mais et l'automaticité de l'inéligibilité tombe. Mais moi, je suis d'accord avec vous, je pense que la peine d'inéligibilité, peut-être on ne l'avait pas vu d'ailleurs, il y a 10 ans comme ça, les effets pervers. Il y en a qui l'avaient vu. Hein. Oui. Non, mais c'est-à-dire qu'on ne voit jamais les effets pervers lorsqu'on prend une décision. Le vrai problème... Donc aujourd'hui, les juges, vous leur donnez du pouvoir, ils le prennent. Voilà. Oui, ça, non, la mais réalité. c'est et c'est au peuple de décider qui il veut élire. C'est surtout que c'est... Quelle que soit la personne, j'ai envie de dire. Donc l'inéligibilité, elle doit tomber dans tous les domaines. C'est au peuple de décider. S'il veut élire un tel, c'est au peuple. Non, mais il y a peut-être... Ou alors, on change les règles de la démocratie. Il y a sans doute des magistrats qui sont ravis de le prendre, ce pouvoir-là. Je n'en doute pas. Et d'ailleurs, dans les motivations de la première instance de Marine Le Pen, il y avait des choses étonnantes. Certains magistrats eux-mêmes ont dit qu'il y avait des choses étonnantes dans la motivation sur certains points. Donc on verra ce que dit la Cour d'appel. Mais au-delà de savoir si les juges veulent ou pas prendre ce pouvoir, si, encore une fois, le législateur décide que tel comportement est une infraction et que ça mérite d'être puni, vous ne pouvez pas reprocher au juge de le punir. Mais vous avez parfaitement raison. Alors, Joachim Le Floch-Imad. Ce qui a été fait hier par le Parlement peut être défait par lui demain. C'est ce que la Suisse a fait d'ailleurs, puisqu'ils ont supprimé les peines d'inéligibilité en 2007. Je suis tout à fait d'accord avec Charlotte. Il y a une part de responsabilité, une part de lâcheté du politique. Maintenant, il faut bien voir aussi le maximalisme de certains juges. Il y a des débats entre juristes. D'ailleurs, je pense à Noël Lenoir, Jean-Éric Schottel, qui estime que la décision est moins fondée en droit qu'elle n'est fondée en morale et en politique. Et j'aimerais juste faire 2 dernières remarques. Je m'en arrêterai là. C'est que quel que soit le verdict d'aujourd'hui, on n'arrête jamais une lame de fond populaire. En l'occurrence, la révolte des peuples contre leur mort annoncée par une décision de justice. Et quoi qu'il arrive, que Marine Le Pen soit éligible ou non, ce ne sera pas la fin de sa vie politique. Elle en a vu d'autres, je crois qu'elle a le cœur très épais. Mais là, vous avez raison. On a beaucoup décrypté les enjeux politiques, les enjeux judiciaires, en effet. Mais il y a quand même aussi un regard un peu global qu'on peut porter sur la situation. En effet, une décision de justice peut empêcher la favorite à l'élection présidentielle. C'est quand même un trouble à l'ordre démocratique à minima, et ça intervient dans un moment où les signaux sont pas très bons. On ferme des chaînes de télévision, on menace d'autres chaînes de télévision, on veut faire fermer certaines voix. Voilà. Je pense que tout ça devrait nous alerter collectivement. Certains, je le constate, ont cette hauteur de vue. C'est le cas de Gérald Darmanin qui avait dit à peu près ce qu'on pense ce matin. Jean-Luc Mélenchon avait dit ça aussi. Je constate que certains comprennent bien ce qu'on est en train de traverser, parce que c'est pas simplement le sort de Marine Le Pen. Beaucoup sont dans le calcul. Est-ce que c'est mieux si c'est Marine Le Pen ou si c'est Jordan Bardella? On aura le temps d'en parler. Mais il y a aussi le regard global qu'on doit porter sur la situation. Vous avez parfaitement raison. Sarah Fenzari nous dit ce qui se passe aujourd'hui. C'est à partir de 13h30, dans la première chambre civile de la Cour d'appel de Paris, celle-là même où Nicolas Sarkozy a été jugé en appel, que Marine Le Pen sera fixée sur son sort. Dès l'ouverture de l'audience, les 12 prévenus, 11 personnes physiques et le Rassemblement national jugé en tant que personnes morales seront appelés un à un à la barre pour décliner leur identité. Puis débutera
La lecture de la décision, une lecture qui devrait durer au minimum 2 heures. Les 3 magistrats ont prévu de motiver longuement leur arrêt au regard de la gravité des faits et du nombre de personnes concernées. La Cour pourrait examiner le dossier prévenu par prévenu. À chaque étape, elle indiquera si le jugement de première instance est confirmé, réformé, infirmé ou si une relaxe est prononcée. Impossible en revanche de savoir à quel moment interviendra le cas de Marine Le Pen. L'affluence s'annonce exceptionnelle. 75 places ont été réservées aux journalistes, 4 aux dessinateurs d'audience et une salle de retransmission a été ouverte pour accueillir la presse. À notre connaissance, plus de 100 journalistes souhaitent couvrir ce procès, où en première instance, Marine Le Pen avait quitté l'audience avant la fin de la lecture du jugement. Elle avait été condamnée à 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme aménageable, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité pour détournement de fonds publics et complicité. Dans quelques heures, la Cour d'appel dira si elle confirme ou non cette décision. Conséquences majeures, bien au-delà du seul terrain judiciaire. Et on rappelle, Thomas Bonnet, que ce sont des faits qui remontent à quelle année ? C'est à peu près un peu plus de 10 ans, c'était 2014, un peu même auparavant, c'est dans cette période-là, entre 2012 et 2016. Bon, et que des assistants parlementaires payés par le Parlement européen ont travaillé pour le Rassemblement national, et cette affaire avait été déclenchée par l'opposition politique de Marine Le Pen au Parlement européen. Absolument, avec ce qui a été au cœur du procès, c'était la notion de système, c'est-à-dire que la justice en première instance a admis, a déclaré qu'il y avait un système qui permettait aux partis de se financer, entre guillemets, avec l'argent du Parlement européen. Il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Non, c'est ça qu'il faut rappeler. Voilà, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Alors, ceux qui veulent évidemment taper sur le Rassemblement national disent que c'est détourner de l'argent public. Bon, Attendez, la situation à l'époque, revenons juste à la situation à l'époque. La situation à l'époque, c'est que les banques interdisaient, ne prêtez pas au Front National ou au Rassemblement national, ne prêtez pas. C'est-à-dire tous les robinets étaient fermés. Parce que tout le monde, aussi bien droite et gauche, s'entendait pour dire il ne faut pas que le Front National progresse. Donc tous les robinets des banques étaient fermés. Ça vous paraît peut-être de l'histoire ancienne. Je vous rappelle juste que là, après la dissolution, il y a un certain nombre de députés du Rassemblement national qui ont vu leur compte fermé, bancaires. Donc ça veut dire, pardonnez-moi, ça veut dire aussi, cette question est une question fondamentale. Et ça, d'ailleurs, Bayrou lui-même l'a souligné, c'est même pas moi, Bayrou lui-même l'a souligné, puisqu'il a dit qu'il fallait une sorte de banque de démocratie pour permettre ça. Parce que sinon, on est sûr que jamais aucun autre parti n'apparaîtra. J'entends bien, mais que des assistants parlementaires puissent travailler pour un député du Rassemblement national à Paris, alors qu'il aurait dû travailler pour Bruxelles, ça peut s'entendre. Mais quand, dans le dossier, il y a également le majordome de Jean-Marie Le Pen, je crois, qui était payé... bon, là, on est dans autre chose. Le majordome, il n'a pas à être payé par le Parlement européen. C'est dans le dossier. Bien sûr. Mais ce qu'on doit préciser aussi, c'est que d'autres partis ont été inquiétés pour les mêmes faits, ou presque, dans des proportions différentes, il faut le préciser quand même. Le MoDem, François Bayrou a été relaxé en première instance, et la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, ça a été classé sans suite. Non, mais que le RN ait fait ce qu'il ne devait pas faire sur ce dossier-là, il peut avoir un consensus. Je crois que même Marine Le Pen l'a un peu admis, d'ailleurs, dans après, le procès d'empêcher une candidate favorite à l'élection présidentielle de se présenter, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça ne me paraît pas... Mais il n'avait pas le choix. Vous avez raison, vous rappeliez que les faits étaient antérieurs à cette loi qui avait été votée, mais à l'époque, il y avait 2 députés qui avaient voté contre quand même cette inéligibilité automatique. C'était les 2 députés du Rassemblement national. Certains avaient compris à l'époque, donc on leur reprochait, et certains à droite qui aujourd'hui s'offusquent, certains leur reprochaient à l'époque de ne pas vouloir être transparents devant les Français. Donc, vous voyez, ils refusaient d'imaginer quelles pouvaient être les conséquences sur la seule question, non pas de l'infraction, mais des conséquences. Rodolphe Carr, est-ce que paradoxalement, le RN peut sortir renforcé de cette séquence judiciaire ? Ce qui est intéressant au niveau de l'électorat du RN, c'est une enquête Ipsos pour la Fondation Jean Jaurès qui nous l'a bien montré, c'est qu'il y a 4 familles. En fait, l'électorat aujourd'hui est un peu fourre-tout du RN. C'est le seul parti de masse en France, donc c'est un parti qui attrape tout. Donc il y a cette France des oubliés qui est plutôt pro Marine Le Pen. Il y a une France plutôt du sud-est, on va dire libéral identitaire, qui serait plutôt proche d'un Jordan Bardella. Et ensuite, vous avez 2
familles potentielles d'électeurs du RN avec la France glissante, c'est-à-dire une France qui ne votait pas avant le Rassemblement national, mais qui se dit pourquoi pas, et surtout qui est très anti-France insoumise. Ça, c'est important aussi. Et un autre électorat qui est plutôt la droite dure, héritage Fillon, un peu LR, voire même parfois encore un peu plus à droite avec Zemmour, qui elle est plutôt proche de Bardella. Donc ça va un peu redessiner. En revanche, ce qu'on se rend compte, c'est que les deux personnalités, quand même, que ce soit Marine Le Pen ou Jordan Bardella, à chaque fois trustent les premières places dans les sondages. Dans les sondages de popularité. On voit que on est, si ce n'est sur un duel, plutôt sur un duo. Notamment, on l'a vu à Liévin dernièrement. On sait qu'il y a deux lignes plutôt qui se dessinent, mais quand même, il faut le rappeler, le corpus général, le monsieur que vous avez passé la bande audio, voilà, Hubert Coudurier l'a très bien rappelé. Quand même, il y a un corpus idéologique à 80% qui est imposé et qui a été notamment imposé par les troupes de marine. Ensuite, on a quelques ouvertures, notamment vis-à-vis du patronat, des cadres et aussi d'une partie des retraités. Là, on sait que Jordan Bardella peut-être aller séduire cet électorat. Donc, on va peut-être voir une petite transformation. Mais par contre, dans le cas où Marine Le Pen n'irait pas, Jordan Bardella, oui, va devoir jouer la carte quelque peu victimaire du martyre de Marine Le Pen, mais très vite aussi, il va devoir aussi devenir un peu indépendant. Donc, il peut pas rester tout le long de la campagne présidentielle, si c'est lui qui y va, dans la période, enfin dans la posture anti-système, gouvernement des Giges. Oui, il faudra insister dessus, mais par contre, il faut qu'il lui aussi restaure une certaine légitimité. Il peut pas être un candidat par défaut. Édouard Philippe et encore Édouard Philippe à la une de la presse. Aujourd'hui, comme Gabriel, j'ai oublié que j'étais aux manettes. Vous savez quel va être l'enjeu de cette élection 2027 ? La mémoire. Et Gabi et Édouard vont utiliser tous les trucs des conseillers en com et autres spin doctors pour faire oublier leur complicité avec l'abominable bonhomme Damien. Et leur bilan tout aussi abominable. Écoutez, Édouard. Ici, maintenant, nous lançons l'effort collectif qui va nous permettre de reprendre en main le destin de notre pays. Nous allons, mes amis, prendre le pouvoir. Nous allons prendre le pouvoir, assure Édouard Philippe. Édouard Philippe était déjà au pouvoir en tant que Premier ministre de notre actuel président Emmanuel Macron. Il a été nommé le lundi 15 mai 2017. Quant à son parti, cela fait 50 ans qu'il règne sur la France. Il suffisait de regarder derrière Fantomas pour s'en assurer. Le drapeau européen devant le drapeau français. Une image suffit pour résumer le meeting, la campagne et le projet d'Édouard Philippe, l'un des pires premiers ministres de la Ve République, comptable d'un bilan qui a appauvri les Français et affaibli la France. Il y a un instant, j'évoquais les spin doctors. À ce meeting, Édouard Philippe s'est présenté quasiment en Cosette, en parlant de ses enfants, de sa vie. Conseil bien évidemment des charlatans spin doctors. Vous imaginez, Monsieur Rivotril, Monsieur Éborgnage des Gilets jaunes essaie de nous apitoyer. Franchement. Et puis, Édouard Philippe a lancé son slogan de campagne. Il prône la constance. Quel slogan bien creux. La constance de quoi ? L'incompétence, le mépris, l'arrogance, la nullité ? Heureusement, les Français, eux, ont de la mémoire. Selon un sondage Odoxa, Le Figaro, l'emoji le plus associé à Édouard Philippe est celui qui dégueule. À la différence des médias, les Français se souviennent de son bilan. On ne l'oublie pas, monsieur Bilderberg. Et maintenant, la vanne du moment. Elle est signée Bruno Retailleau. Je ne souhaite pas assez de mal à Édouard Philippe pour vouloir que Laurent Wauquiez le soutienne. C'est tombé hier, procès des assistants du Rassemblement national. Marine Le Pen, condamnée en appel, mais éligible à l'élection présidentielle 2027. C'est vraiment machiavélique, difficile de faire pire comme verdict. J'en reparle dans un instant. À peine connue la décision de justice, Marine Le Pen est allée sur les plateaux de télévision sur TF1. Et donc vous êtes, ce soir, vous dites que vous êtes candidate à l'élection présidentielle. Donc ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et vous ne changerez pas d'avis? Non, je ne changerai pas d'avis, non. Et aucune décision?
Eh oui, malgré sa condamnation, Marine Le Pen annonce officiellement sa candidature. Mais quelle justice aux ordres! Oui, les magistrats viennent de placer un boulet au pied à Marine Le Pen dans sa course à la présidentielle. C'est tellement tordu. Maintenant, débunkons les infox des macronards et de la gauche. La candidate du Rassemblement national se pourvoit en cassation. Quelles conséquences? Marine Le Pen est à nouveau donc présumée innocente. Lorsqu'on fait un pourvoi en cassation, la peine est suspendue. Et oui, Marine Le Pen a raison en droit, l'arrêt d'appel a remplacé le jugement et le pourvoi en cassation est suspensif donc. Le jugement n'existe plus en droit, donc pas d'inéligibilité, et la peine privative de liberté n'a pas à être exécutée avant que la Cour de cassation ait statué, donc pas de bracelet électronique pendant la campagne. Il est peut-être bon également de rappeler les circonstances de ce procès. Il n'y a pas eu d'enrichissement personnel de Marine Le Pen. Le Front National, RN aujourd'hui, a embauché des permanents du parti, gardes du corps, secrétaires cadres, comme assistants sur les enveloppes que touchaient les députés, cette enveloppe de 21 000 €. L'Europe a reproché que cet argent servait à combattre l'Union européenne. Le Front National n'a donc pas volé le contribuable. Le parti l'a utilisé pour son combat politique. S'il y avait eu une malversation, la plainte aurait été légitime? Non. En portant plainte, l'Union européenne a voulu déstabiliser un adversaire politique et, in fine, notre démocratie. D'un parti d'ailleurs qui est largement persécuté par la nomenclatura. France Inter révèle que plusieurs députés RN ont vu leur compte bancaire clôturé juste après leur élection. Et comme le rappelle Marine elle-même, la justice est deux poids deux mesures. Je note que pour les mêmes faits, Jean-Luc Mélenchon a bénéficié d'un non-lieu et François Bayrou a été relaxé. Geoffroy Lejeune, journaliste pour le JDD, estime dans 120 minutes info que ce pourquoi Marine Le Pen a été condamnée aujourd'hui a été pratiqué par tous les partis. Mais il y a pire. Le Parti socialiste, la Macronie, la France insoumise bénéficient de réels privilèges par rapport aux membres du Rassemblement national. Et oui, leurs cadres sont recasés dans la fonction publique après des défaites électorales. On voit certains grands membres du Parti socialiste à France Télévisions. Le Rassemblement national, ses membres sont blacklistés de partout. Éric Tegner. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce problème de fonds européens, etc. Mais en attendant, pardon, sans aller dans le fond de l'affaire, on empêche le Rassemblement national, qui est le premier parti de France, d'avoir accès aux banques. On a une élection présidentielle en 2027. Le Rassemblement national et son trésorier alertent en ce moment parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à contracter un prêt bancaire. Si vraiment l'objectif, c'est... Eh oui, tout est politique contre Marine Le Pen et le Rassemblement national. La décision des juges est donc éminemment politique, machiavélique. Le système a voulu neutraliser Marine Le Pen en lui glissant une peau de banane judiciaire sous le pied. Mais voyant que son poulain, Bardella, allait faire encore mieux qu'elle dans les urnes, c'est lui qu'il s'agissait ensuite de neutraliser en lui remettant Marine Le Pen entre les pattes. Jordan Bardella est neutralisé par le retour de Marine Le Pen. Et Marine Le Pen l'est très vraisemblablement par l'épine judiciaire qu'elle doit désormais se traîner sous le pied, et qui la fera boiter le boulet durant toute la campagne, notamment en offrant à la totalité de ses adversaires une occasion qu'ils ne se priveront pas de saisir, de rappeler du matin au soir qu'elle a été condamnée pour détournement de fonds et qu'elle n'est présumée innocente que temporairement, c'est-à-dire jusqu'à la cassation. Sa campagne sera rendue impossible et irrespirable à cause de cela. Joli coup double du système qui a réussi ici un redoutable coup d'état judiciaire qui permettra sans doute d'éliminer d'un même coup les deux favoris de l'élection. La République gouverne très mal, mais elle se défend très bien. Et il n'y a pas que Marine Le Pen qui est dans le collimateur, Sarah Knafo également. Opposez-vous à l'immigration, l'UE ouvrira une enquête contre vous. L'UE vient de décider l'ouverture d'une enquête contre le parti Europe des nations souveraines pour non-respect des valeurs de l'Union européenne. Vous avez bien lu,
aucune irrégularité financière, non, c'est juste idéologique. Et oui, Sarah Knafo et Marine Le Pen ont commis la même erreur. Elles ont cru qu'en jurant fidélité à l'Union européenne, elles ne seraient plus persécutées. Erreur. La grosse commission ne veut pas d'opposants sur les grandes lignes de sa politique. Il est peut-être temps qu'elles le comprennent et rejoignent le camp du Frexit. Quant aux opposants du Rassemblement national, ils s'en donnent à cœur joie. En commençant par Gluglu. Marine Le Pen condamnée en appel. Il n'y a pas à douter que l'extrême droite partout, et y compris en France, c'est le népotisme, c'est la corruption, c'est le règne des coquins et des copains, déclare Gluglu, député européen et coprésident de Place Publique. L'inversion accusatoire en roue libre. Un socialiste qui fait la morale. On aura tout vu. C'est bien sa petite copine qui présente le journal de France Télévisions. Il est devenu député comment, Gluglu? Par son charisme? Oui, le même que François Hollande. Il se moque du monde. Allez, on va lui rafraîchir la mémoire avec Boris Vallaud, qui tient à peu près le même discours. Sa femme, Najat, a été propulsée sans qualification préalable à la Cour des comptes dans une rare démonstration de népotisme née d'une compromission avec les macronistes. Le vrai détournement est quand des incompétents se servent de l'État au lieu d'être au service de l'État. Cela fait donc 30 ans que les socialos ont voté toutes les mesures de pillage de nos finances publiques, qu'ils se sont gavés de subventions, qu'ils règnent en maître dans les médias, et ils accusent le Rassemblement national, mais c'est haro sur le baudet. Mais le plus insupportable, ce sont peut-être les leçons de morale de Gabi. Nous avons une responsable politique condamnée à 2 reprises pour détournement de fonds publics qui fait le choix d'être candidate à l'élection présidentielle. J'appartiens à une nouvelle génération politique pour qui l'exemplarité est essentielle. Ah Gabi, le détournement de fonds publics. Franchement, le pourvoi en cassation signifie que la présomption d'innocence vaut encore. Très inquiétant de voir un candidat à l'élection présidentielle et un ancien Premier ministre nier l'un des principes fondamentaux de l'état de droit. Mais il y a autre chose, mon cher Philippe Prigent. Gabriel Attal se présente comme un homme irréprochable. Il a été accusé par Olivier Marleix de maquillage des comptes publics afin de gagner les législatives, de tromper les Français. Une magouille à 60 milliards d'euros. Marleix, par la suite, a été retrouvé pendu dans d'étranges circonstances alors qu'il voulait publier un livre sur toutes les manipulations financières de la Macronie. Attal honnête? Et aujourd'hui, pour combler leur trouble gestion calamiteuse, ces taxes et impôts nouveaux, toutes les 4 minutes, c'est même leur programme politique. J'assume de dire aux retraités qu'il faudra contribuer davantage au financement de notre système social, déclare Édouard Philippe. Prendre encore dans la poche des retraités plutôt que régler le problème des 75 millions d'assurés sociaux pris en charge pour 68 millions d'habitants. Ça devient lassant, la fraude à la sécurité sociale. D'autant que leur politique de submersion migratoire prend des proportions catastrophiques. Île-de-France, le nombre de personnes en attente d'un logement social passe la barre des 2 millions. Comme je l'ai affirmé hier, cette élection sera une question de mémoire. Tout Européen doit savoir cela. L'Union européenne se transforme en un appareil de surveillance antidémocratique.